Bonjour. Merci les photos. On va commencer. Je vais faire un rapide tour de table, une rapide présentation des intervenants de cette conférence de presse. Et puis après, on passera aux questions. Alors, à ma gauche, immédiate, Steve Tienche, acteur, alias le maire. Bonjour. Bonjour. Djibril Zonga, acteur, alias Guada. Bonjour. Bonjour. Alexis Mananti, acteur et co-scénariste. On y reviendra. Vous êtes Chris. Bonjour. Bonjour. Alassane Lee, bonjour. Vous êtes acteur et vous êtes Buzz, le gamin au drone, comme je vous avais surnommé au début. Lajli, le réalisateur des Misérables. Issa Perika, membre de la troupe des acteurs. Vous êtes Issa. Damien Bonnard, acteur. Stéphane, alias Pento. Giordano Gederlini, co-scénariste. Toufik Ayadi, producteur, Christophe Barral, producteur. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous, au premier rang, Édouard Veil, coproducteur, et Amadli, qui est un collaborateur de Lajli. Alors, traditionnellement, je vais poser la première question, et puis après, hop, feu. Je voudrais évidemment revenir sur la genèse de ces Misérables, qui a été... alors, vous avez commencé par un court-métrage de fiction, qui a eu le succès que l'on sait, qui a été primé à Clermont-Ferrand, qui vous a mené jusqu'au César. Et puis, pourquoi décider de faire un long métrage de cette histoire? Pourquoi et comment? Alors bonjour à tous. Alors, Les Misérables, il ne faut pas oublier que le point de départ de ce projet, c'est une bavure policière que j'ai filmée il y a maintenant 10 ans de ça. Comme j'expliquais, pendant plus de 5 ans, je faisais du cop watch dans mon quartier. Le cop watch, c'est que je filmais les policiers pendant leurs interventions. Donc, en fait, on habitait dans un quartier qui était assez mouvementé. Et moi, comme j'avais l'habitude de toujours tout filmer, j'ai commencé à filmer ces policiers jusqu'au jour où j'ai filmé une vraie bavure policière. Donc, suite à ça, je me suis retrouvé avec une vidéo entre les mains. On s'est fait un point avec notre collectif Courtrage-Mais. On a décidé de diffuser la vidéo. Donc, à la suite, il y a eu une enquête de l'UGS. Toute la presse avait repris la vidéo et les policiers ont été suspendus. C'était une première en France, le fait que les policiers soient suspendus par rapport à une vidéo qui a été diffusée. Donc, quelques années plus tard, j'ai décidé d'en faire une fiction, Les Misérables, qui était mon premier court-métrage. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie de lancer un long métrage. Ça va faire plus de 10 ans que j'ai ça en tête. Mais bon, après, monter un long métrage, c'est assez compliqué, assez délicat. Même là, on l'a monté, c'était pas facile. Hein. On a eu un tout petit budget, mais on a quand même réussi à le faire. Et donc voilà, le point de départ, on s'est dit, on avait déjà commencé par faire un court. Et vu le succès que le court-métrage a eu, on a eu plus de 150 sélections au festival. On a remporté une trentaine de prix. Donc on s'est dit, c'était l'occasion de lancer le premier long métrage, Les Misérables. Une question? Bonjour, Gilles Cardreux, Ouest France. Au-delà des grandes qualités cinématographiques de votre film, est-ce que c'est un cri d'alarme que vous lancez à l'ensemble de la société? Oui, complètement, c'est ce que je dis. C'est un cri d'alarme, hein. Clairement, on a eu il y a pratiquement 12-13 ans de ça les émeutes en banlieue en 2005, où j'avais fait un documentaire qui s'appelait 365 jours avec les chemins fermés. Je filmais pendant 1 an de l'intérieur. Et en fait, on se rend compte que 12 ans après, les choses n'ont pas vraiment évolué. Je ne dirais pas que rien n'a changé, parce qu'on a quand même eu le plus gros plan de rénovation urbain, qui a coûté assez cher. La cité a été détruite, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc c'est pour ça que je dis c'est un cri d'alerte. Les films parlent de l'enfance avant tout. Hein. Il y a toute la bande de microbes qui sont assez présents dans le film. On parle des enfants, on parle de la place de l'enfance dans ces quartiers difficiles. Et bien sûr que c'est un cri d'alerte parce qu'en 12-13 ans, on se rend compte que les choses n'évoluent pas. Quand on parle en termes d'éducation, les écoles en banlieue, ça devient une catastrophe, mais juste incroyable. L'éducation, la culture, même au niveau des associations, on se rend compte que toutes les subventions ont été quasiment sucrées. Donc oui, c'est un cri d'alarme. On vous dit attention,
écoutez-nous, entendez-nous. Ça fait plus de 20 ans qu'on vous dit que ça va mal et on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Donc oui, ce film, c'est un cri d'alarme, je le répète, voilà. Et je voulais aussi, c'est important, adresser un message au président de la République, M. Macron. On aimerait bien qu'il voit ce film, c'est important pour nous. C'est ce que je dis, nous, ça va faire plus de 20 ans qu'on est gilets jaunes. Clairement, ça fait faire plus de 20 ans qu'on revendique nos droits, ça va faire plus de 20 ans qu'on est confronté à des violences policières, ça va faire plus de 20 ans qu'on se prend des coups de flashball dans la gueule. Et aujourd'hui, avec le mouvement de Gilets jaunes, on a l'impression qu'on découvre toutes ces violences policières, on découvre que le LBD c'est dangereux, sauf que nous, c'est ce que je dis, moi, mes potes, les 3 quarts, on s'est tous pris des coups de flashball dans la gueule, on a tous des marques sur le corps. Donc aujourd'hui, la France découvre que les policiers sont violents et que le LBD est dangereux. Et une fois de plus, je vous le dis, les Gilets jaunes, ça va faire 6 mois qu'ils sont dans la rue, ça va faire 6 mois qu'ils revendiquent leurs droits, ils ne sont pas écoutés. Donc on se dit, il y a un vrai problème. C'est pour ça que j'adresse un message à Emmanuel Macron. Entendez-nous. Et on aimerait bien qu'il voit le film. Donc s'il est prêt à nous accueillir à l'Élysée, on est prêt à faire une projection là-bas. Question ? Bonjour, Xavier Accard du mensuel Prier qui appartient au groupe Le Monde. Merci pour ce film vraiment bouleversant. Ma question était un peu plus pointue, moins sociale, sur votre utilisation des symboles. Le garçon qui vole le lionceau s'appelle Issa, c'est-à-dire Jésus. Et c'est une figure de l'innocence un peu bafouée. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'était volontaire? Je vois que l'acteur s'appelle en vérité Issa. Et puis le frère musulman, là, dans le kebab, a un discours un peu mystique en se référant au Coran sur le lion, auquel justement Issa va être confronté dans le film. C'est d'ailleurs une scène vraiment très forte et terrible. Est-ce que c'est un symbole aussi pour vous de la justice ou de la violence sauvage? Voilà. Clairement, non, c'était pas du tout un symbole. Hein. Issa, c'est son vrai prénom, donc on a utilisé son vrai prénom dans le film. Donc il n'y avait pas forcément de symbole. Mais c'est vrai, en vous écoutant, je me dis, ouais, c'est vrai qu'il y a... Mais bon, en tout cas, c'était pas voulu. C'était pas voulu. Une autre question là-bas? Hi, Ladj. I hope I may ask you this in English. Nadia Je vais poser ma question en anglais. You can answer in French. I have the. Mais vous pouvez répondre en français en tout cas. J'ai vu votre documentaire 365 jours à Clichy, Montfermé. Comment est-ce que tout cela vous a influencé dans le tournage de ce film-ci? Do you want me to do it again? Est-ce que vous entendez le français? Est-ce que vous entendez le français? C'est sur le canal 1. Ah oui, sur le travail de JR, JR, ça va faire 15 ans qu'on travaille ensemble. On a commencé à peu près en 2003. On était sur un tournage avec le collectif Courtrajmé. Il était photographe. On s'est rencontrés là la première fois. Je l'ai invité à venir dans mon quartier prendre des photos. Et en fait, la première photo qu'il prend en 2003, c'est cette fameuse photo de moi avec ma caméra braquée devant son objectif. Et c'est vrai que c'est une photo qui me représente assez. En 15 ans, la photo a vachement tourné. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle fait sens. Le fait d'être là, de présenter mon film en compétition officielle. Donc JR, oui, on a mis plusieurs projets ensemble en place. Et c'est vrai que ça parle souvent du territoire Clichy-Montfermeil. En 15 ans, on a dû mettre peut-être 3-4 projets en place. Ça fait toujours sens. Là, le dernier projet qu'on a mis, c'était... on a fait les chroniques de Clichy-Montfermeil, un documentaire qui retrace... tout notre parcours ces 15 dernières années. Donc, comme je vous dis, moi, ça va faire plus de 15 ans que je filme, que j'archive tout ce qui se passe dans le quartier. Et à chaque fois, avec JR, on arrive à se retrouver et mettre des projets en place. Donc, les chroniques de Clichy-Montfermeil, oui, un documentaire qui parle de ce territoire que je vous invite à voir. Je pense qu'il est en ligne sur Internet. Et donc, voilà, ça retrace vraiment tout notre parcours. Et à la fin, on inaugure une fresque qu'on a installée sur le territoire à Clichy-Montfermeil, une fresque qui représente tous les habitants de ce territoire, puisqu'on part du principe que Clichy-Montfermeil, c'est un village. Donc, on a voulu représenter tous ces habitants. Je voudrais poser une question à vos 3 baqueux. Donc, pour les étrangers dans la salle, les baqueux, ce sont les flics de la brigade anti-criminalité. Vous avez au début du film des personnages extrêmement caractérisés, c'est-à-dire que le bleu est une figure classique
du cinéma de genre. Voilà, vous vivez, Damien Bonnard, votre première journée à la BAC. Chris est le cow-boy raciste de l'équipé. C'est comme ça qu'on le perçoit au début du film, en tout cas. C'est comme ça qu'il nous est vendu dans les premières minutes. Et puis, Guada, vous êtes quelqu'un du cru, en fait. Vous êtes un peu chez vous. Et on ne sait pas bien sur quel pied danser avec vous. Au début, on a l'impression que vous êtes un peu le médiateur de cette équipée de Bacqueux. Comment vous avez travaillé vos personnages, leur évolution, voire leur écriture? Qui veut commencer? Moi, je peux commencer. Allez. Alors moi, je me suis un peu... J'étais en immersion avec des flics. Donc j'ai essayé de chercher des flics qui avaient grandi en banlieue et qui aujourd'hui travaillent en banlieue. Donc j'ai essayé, c'était assez compliqué pour moi parce que de me mettre de l'autre côté, fallait que je trouve... fallait que je défende mon personnage et que je trouve les raisons qui peuvent pousser ce genre de personnes qui ont grandi dans ces quartiers à devenir policiers. Donc j'ai eu des discussions et puis tout simplement c'est des gens qui ont trouvé une issue, une porte de sortie. Souvent c'est par le biais du sport, de la musique. Et puis certains ont fait le choix de s'engager dans la police. Et puis ensuite, on a beaucoup échangé avec Alexis et Damien en regardant des reportages. On a lu aussi certains bouquins. Et puis c'est comme ça qu'on s'est à peu près rapproché de nos personnages. Voilà. Alexis Mananti. Oui, au-delà des... Vous avez vu tiquer quand j'ai dit c'est le cow-boy raciste de l'équipe. Oui, parce que je pense que raciste, c'est un mot fort. Et j'ai l'impression que ce personnage est plus complexe que ça. Et enfin, ce qui m'intéressait dans l'écriture et après dans la composition du personnage, c'était de retranscrire une personne complexe, qu'on ne sache pas trop sur quel pied danser aussi avec lui, qu'on puisse le trouver parfois attachant, souvent évidemment avec des méthodes très critiquables. Et ça, on l'a travaillé dès l'écriture pour essayer d'éviter la caricature et de faire des archétypes de personnages qui soient trop marqués. Et on a essayé de raconter surtout des personnes, des gens qui vivent avec leurs problèmes et au-delà de l'uniforme, des gens qui ont une vie et qui voilà. Damien Bonnard. Bonjour. Déjà on a eu beaucoup de temps pour préparer ces personnages puisqu'on avait déjà passé du temps pour préparer le court-métrage et puis après quand on a su qu'on faisait le long-métrage, tout ça c'était un temps assez long pour pouvoir se remplir de tout cet univers de la police et effectivement, moi j'ai fait comme on a beaucoup parlé ensemble, on a lu des livres là-dessus, même s'il y a très peu de choses sur la parole de la police, parce que il y a un droit de réserve qui est très fort et du coup c'est une parole qui est rare. Mais on a rencontré quelques policiers. Et puis après, j'ai essayé de m'appliquer dans mon personnage j'étais pas totalement un bleu parce qu'en fait pour faire partie de la BAC, il fallait avoir un passé. Il faut déjà avoir quelques années de police, qui sont des années de police secours où on se retrouve face à toutes sortes de choses, des violences, des suicides, des enquêtes, toutes sortes de travaux de policiers. Mais après, je me suis appliqué à essayer de travailler autour de l'idée de voir comment faire ce métier au mieux en respectant mon code de déontologie et en essayant de voir les endroits les limites à ne pas franchir. Mon personnage, c'était vraiment de s'appliquer à ça, en tout cas de veiller à essayer de rester dans une espèce de démarche de république. J'ai essayé de faire ça. Et de voir à quel moment la justice a sa limite et où les injustices aussi arrivent. J'ai essayé de travailler autour de ça. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais... Non, mais parce que c'est un truc très compliqué, même dans la pensée. Même moi dans le film, même sur la fin, sur les questions que se pose mon personnage, je me les posais vraiment en fait dans ma vie. Au-delà de mon travail de comédien, je me demandais ce que moi je ferais à ce moment-là. Est-ce que je quitte la police? Est-ce que je dénonce? Est-ce que je me dis que bon, j'ai fait une erreur, mais
j'ai participé à quelque chose, mais que je ferai en sorte que ça n'arrive plus jamais, ou est-ce que j'abandonne tout? Enfin, c'est des vraies questions, et au-delà de questions juridiques. Donc voilà. Question? Peter Paul Hout, télévision allemande, ZDF. Une question au réalisateur. Comment vous décrivez votre regard vers le banlieue et tant que réalisateur? Merci. Mon regard sur les banlieues, moi j'estime que, moi je me considère avant tout comme réalisateur, je ne me considère pas aujourd'hui comme un porte-parole ou comme quoi que ce soit, donc voilà, j'essaie à mon niveau de dénoncer les choses, mais c'est assez compliqué, comme je vous dis, moi j'ai grandi en banlieue, ça va faire 38 ans que j'y habite, aujourd'hui encore j'ai décidé de rester là-bas et de vivre toujours sur place. Et c'est vrai qu'on se sent quelque part, je dirais pas abandonné, mais quelque part mis à l'écart. Quand je vous dis, il y a 10 ans de ça, 12 ans de ça, on a eu les émeutes, on a crié haut et fort qu'on n'allait pas bien, qu'on était dans une souffrance. Et comme je vous dis, aujourd'hui, on a l'impression que ça n'évolue pas vraiment, qu'on n'est pas entendu. Donc c'est assez compliqué. Oui. On a l'impression que les problèmes, enfin, on n'est pas entendu, je le redis, je me répète, et on a besoin d'être entendu parce que clairement, les choses n'évoluent pas plus que ça. Bonjour. Félicitations. J'ai une question pour les réalisateurs aussi. C'est une question sur l'identité. Parce que c'était très intéressant les commences du film avec les drapeaux, la Marseillaise, le football et tout ça. Et c'est un grand contraste avec le reste du film. Et c'est pour ça que je me demande, que pensez-vous que signifie être française aujourd'hui pour les habitants, les gens qui habitent dans ces banlieues, dans ces quartiers? Merci. Bon, après, il ne faut pas oublier que les 3/4, voire plus, des gens qui habitent dans ce quartier sont français. Certes, français d'origine différente, africaine ou autre, mais les 3/4 des gens sont tous français. Après, moi, la séquence que j'ai tournée au début, la Coupe du Monde, elle était importante pour nous, parce que moi, j'ai le souvenir en 1998, la Coupe du Monde, où la France avait gagné la Coupe du Monde, j'avais 18 ans. Et je me souviens que c'était des souvenirs incroyables. Je me souviens, on était en Stade de France avec tous nos potes, on avait les drapeaux français, les maillots de l'équipe de France. Et là, à ce moment-là, on se sentait tous français. Il n'y avait pas de différence. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a différentes catégories. On est français, mais français d'origine différente. À chaque fois, on essaie de nous mettre dans des cases, alors qu'on est juste français. Donc, à un moment donné, acceptez-nous en tant que français, tout simplement. Bonjour, je suis là. Je suis venue d'Australie et Algérie. Félicitations, j'espère que ça gagne plein de prix. Mon question, c'était sérieux, mais c'était tellement drôle. Est-ce que vous pouvez parler de comédie pour l'écriture, pour les scénaristes et aussi en réalisation? Merci pour votre question. Parce que clairement, moi, je trouve le film, enfin, un certain passage très drôle. Et c'est vrai que hier, à la projection, j'avais l'impression que les gens n'ont pas osé rire, en tout cas au début, les 20 premières minutes, alors qu'il y avait plein de moments très drôles. Mais moi, je trouve que toute la chronique du début, il y a plein de passages très drôles, très, très drôles même. Donc, n'hésitez pas à rire. J'ai senti les gens un peu gênés. J'avais l'impression que les 20 premières minutes, après, ça s'est lâché. Mais il y a des moments très drôles. Le personnage de Chris... Certes, ça reste à... Oui, c'est un contraste qu'on essayait de trouver parce que le film reste assez grave, mais dans ces quartiers, c'est quelque chose qui est très courant. C'est-à-dire que le terme, on se vanne beaucoup, on passe son temps un petit peu à se chercher, à tester l'autre, et ça passe d'abord par l'humour. Et puis on va voir que ça va passer un peu, ça va être plus physique, mais ça commence souvent par le verbe, Ils ont des grandes bouches, on dit, des grandes gueules, et c'est cet humour-là qu'on essayait de retrouver. Et Alexis, qui avait déjà écrit le premier court-métrage, ce qui est très très fort pour ses phases, comme on dit. Il a apporté beaucoup d'humour. Et dans des petits moments qui étaient un peu plus improvisés,
Même si on avait donné en écriture, il y avait des pistes, mais en tout cas, ils improvisaient et trouvaient des choses assez intéressantes aussi avec Steve, qui joue le personnage du maire. On sentait que le conflit doit d'abord être verbal, et bien sûr, ça va devenir un peu plus corrosif et physique. Il y a des beaux échanges avec Steve. Pendant les répétitions, d'ailleurs, entre Steve et Alexis, il y a des choses qu'on est revenu écrire et qu'on a installées dans le scénario, qu'ils ont réussi à trouver ensemble, en fait, sur le... Excusez-moi. Bonjour d'abord. Par rapport au rôle du maire aussi, c'est parce que je l'ai travaillé en profondeur. Je voulais pas rester en surface, parce que c'était trop facile pour moi, comme je viens de ces quartiers-là. Donc j'ai vraiment cherché à lui donner de l'émotion, à le ramener dans des endroits où il ne pouvait pas y aller. Et voilà quoi. Donc, bon. J'ai lu, Steve Tiencheux, dans une interview que quand vous avez pris vos cours de comédie, etc., quand vous vous êtes dirigé vers ce métier, vous aviez des modèles qui étaient des modèles de bonhommes, quoi. C'est Gabin, c'est Ventura, c'est du classique. Vous en parlez en interview. Vous vous êtes inspiré de quoi, de quel film, de quel univers pour créer le personnage du maire? Je me suis inspiré d'un peu de mon vécu, comme je vous ai dit, je viens de là-bas, mais plus aussi, on va dire, d'un Bernard Blier aussi, des gens comme ça, parce que c'est eux qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et voilà, quoi, j'espère que j'ai donné ce que j'avais à donner, j'espère que ça vous a plu. Bonjour à tous, je m'appelle Laura Dave, je viens de l'Afrique, du Cameroun. Salut Steve. Déjà, merci. Oui, c'est mon compatriote. Je travaille pour Vox Africa et Laura Dave Media, c'est au Cameroun, donc je suis venue pour uniquement le festival. J'ai regardé le film hier, j'ai adoré. Et j'ai pleuré de bonheur tout simplement à la fin. Donc, merci pour ce reflet de la société. Moi, je vais m'arrêter un tout petit peu sur les enfants, parce qu'il y a eu beaucoup de scènes de violence à l'intérieur. Surtout vers la fin. C'est des situations que l'on vit généralement chez nous en Afrique, et j'en sais quelque chose. Et moi, je voudrais justement poser la question de savoir au réalisateur, Ladjili, est-ce qu'il y a de l'espoir pour ces enfants-là, pour ces scènes violentes, ces scènes d'espoir? Je ne sais pas comment est-ce que je devrais m'exprimer, mais est-ce que ces enfants, ils peuvent encore espérer un lendemain meilleur vu l'intensité de ce que vous avez mis dans ce film? Moi, je pense que c'est important de garder espoir. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Ce serait, mais moi, oui, bien sûr qu'il y a de l'espoir, et encore heureux. Mais après, il y a beaucoup à faire. Moi, comme je dis, aujourd'hui, j'ai presque 38 ans, j'ai des enfants. Et ouais, heureusement qu'il y a encore un petit peu d'espoir, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Moi, je me mets à leur place, grandir. Moi, j'ai grandi dans ces quartiers. À leur place, c'est une nouvelle génération, certes, mais grandir dans ces quartiers, c'est vrai qu'ils partent tout de suite avec un handicap. C'est plus compliqué, c'est sûr. Déjà, le fait d'habiter à Montfermeil, c'est un handicap. Le fait d'avoir fait ses études dans ces écoles, c'est un handicap. Même par la suite, une fois qu'ils ont fini leurs études, là, j'ai mon fils qui est là, qui est en première. Et je sais que ça va être plus compliqué. Mais il faut toujours garder espoir, c'est important, je pense. Je crois pardon, que c'est aussi pour ça qu'on a voulu finir avec cette citation, et c'est la seule d'ailleurs citation de Victor Hugo sur Les Misérables. Je reprends que la dernière partie qui est « Il n'y a pas de mauvaises herbes, mais de mauvais cultivateurs ». Donc c'est vraiment adressé aussi à la jeunesse, à l'enfance, avec le besoin de les accompagner, de les écouter. Et c'est-à-dire qu'on est responsable aussi de ce qu'on fait, de cette jeunesse, de ces enfants. Et si on ne veut pas que ça explose de cette façon-là, tel que le raconte le film, il faut qu'on se penche un peu sur eux, qu'on les accompagne. Et je crois que c'était l'ancien maire de Clichy-sous-Bois, Claude Dillin, insistait beaucoup sur l'éducation et d'ouvrir des écoles. C'était son engagement fort, et je crois que c'est ce que tout gouvernement devrait faire, en tout cas pour ces quartiers, évidemment partout en France, en tout cas d'accompagner, d'aider par des écoles, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, petite citation de Victor Hugo en fin de film. Et je peux rajouter un petit mot? Allez. Et justement, moi j'ai découvert le film hier soir, mais bien évidemment ce film il va servir à ça. Il sert en tout cas à maintenir dans la tête de
de ceux qui ont besoin de courage qu'il y ait des choses possibles et d'arrêter de penser que tous les horizons sont absolument perdus pour toujours. Et la fin de ce film, enfin, hier soir, je trouve que c'est un truc qui, en tant que spectateur, nous rend responsables. Enfin, ce moment de suspens à la fin entre le cocktail Molotov et mon arme, c'est un truc qui place le spectateur dans une responsabilité et qui, du coup, va, j'espère, un peu lancer des réflexions dans la tête des gens pour se poser la question et faire le constat et se demander ce qu'il faut faire là-dessus. Voilà. Bonjour, Frédéric Rougeau, le Mac Cinéma. Je voudrais prolonger un peu la question sur les enfants, parce que là, on a peut-être les deux leaders de la résistance, toute proportion gardée, peut-être un Malcolm X et un Martin Luther King, peut-être, un qui va avec les armes et l'autre avec sa tête. Et donc, je voudrais poser la question à Issa et à Alassane, comment vous avez trouvé votre énergie? Parce qu'on est dans une fiction quand même. Est-ce que vous avez puisé dans vous-même ou est-ce que vous avez été franchement dirigé? On a beaucoup été dirigé par les équipes, mais l'énergie elle venait surtout du fait que j'avais pas l'impression de jouer un personnage. On m'a souvent dit que je ressemblais beaucoup à Buzz dans la vraie vie, et sur le tournage, j'avais pas l'impression d'avoir à me mettre dans la peau de ce personnage pour jouer. C'est ça. Moi, déjà, j'avais pas vraiment à le faire parce que c'est ce que je vois plus souvent. Il y a beaucoup de gens, ils sont dans cette situation. Et voilà. Sophie Avon, Sud-Ouest, bonjour. Je voudrais rebondir sur Victor Hugo et, comme dans le film, poser la question, qui a lu Les Misérables et en quoi ça vous a nourri? Alors oui, je pense que la plupart ici ont lu le bouquin. Et donc Victor Hugo, pourquoi moi j'ai appelé mon film Le Misérable? J'habite Montfermeil. Et donc une partie du roman de Victor Hugo se déroulait à Montfermeil. Donc depuis tout petit, on allait visiter la maison des Thénardier qui est toujours sur place. On a encore la fontaine Jean Valjean, le Lavoir. Donc on a un lien assez fort. Et c'était surtout un petit clin d'œil au roman de Victor Hugo. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un siècle plus tard, la misère est toujours présente sur ces territoires. Donc voilà pourquoi Les Misérables. Et en tout cas, sur le travail d'écriture, on n'a pas essayé de se caler sur ce que raconte évidemment le roman. Mais c'est pour rebondir sur les enfants, il y a un personnage quand même qui est Gavroche. Et je crois qu'Alexis le dit très bien avec la couleur locale. Mais il y a ce personnage-là sur lequel on essaye, parce que c'est un personnage qui finit de façon assez dramatique. Et bon, c'était ce seul petit parallèle qu'on voulait garder jusqu'à la fin du film. Parce que c'est pas un film qui est dans l'incitation, on n'est pas du tout dans ce travail-là. Mais c'est la première chose qu'on a fait quand en tout cas, quand il m'a invité, Ladj, à venir travailler avec lui et qu'on s'est promené sur à la fois Montfermeil et Clichy-sous-Bois. C'est vrai qu'il y a comme ça quelques repères, des écoles évidemment, qui s'appellent Victor Hugo. Et ça incarne quelque chose qui est assez, pour nous, assez touchant. Bonjour, Sarah White de Reuters. Vous dites que ça fait 10 ans que vous pensez à ce projet, mais je voulais savoir à quel point l'actualité du jour en France a influencé le film que vous avez réalisé maintenant, et s'il y a des éléments que vous avez incorporés. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a aussi une histoire universelle que vous cherchez à transmettre ici? Merci. C'est sûr que là, le film sort, on est assez raccord avec l'actualité. Clairement, les Gilets jaunes, ça va faire 6 mois qu'ils sont dans la rue. Après, nous, ça va faire quand même plus d'1 an qu'on a lancé le projet, qu'on a commencé à écrire le scénario. Bon, c'est vrai qu'on est assez proche de l'actualité avec tout ce qui se passe. Et c'était quoi la deuxième question, excusez-moi? L'universalité. Oui, bien sûr. Après, comme je le disais aussi, c'est un film qui a été tourné en banlieue, ça parle de la banlieue, mais c'est un film qui reste universel, ça parle à toutes les banlieues du monde. Moi, je pense à un jeune qui vit au Brésil, dans les favelles, et il pourra se reconnaître à travers ce film, que ce soit dans d'autres banlieues dans le monde. Donc, il ne faut pas se cantonner à se dire que c'est juste un film d'une banlieue française. Non, c'est un film qui est universel et qui parle à toutes les banlieues du monde. J'aimerais poser une question à vos heureux producteurs, Toufik Ayadi et Christophe Barral. Où la personne? C'est moi. Désolé. Hein.
Vous avez produit le court, vous avez produit le long, vous êtes à Cannes en compétition. Tout ça a un petit côté conte de fées merveilleux des temps modernes, etc. Mais ce long à produire, ça a été une bataille, ça a été compliqué. Est-ce que c'est un sujet qui effrayait, par exemple, je ne sais pas, des télévisions au hasard et comment tout ça s'est monté pour vous deux? Bon, nous c'était évidemment le court-métrage qu'on commence à faire avec l'Adj. Pour nous, la découverte de ce qu'on pressentait, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai auteur derrière, et du coup l'envie d'accompagner directement sur le long-métrage et se dire tout de suite on écrit le long-métrage. Et après sur le financement du film, tu vas en parler un petit peu. Déjà, le mot conte de fées, c'est cool parce qu'en fait, on ne sait jamais, à part quand ça se passe, que c'est un conte de fées. Et c'est vrai qu'avant, il y avait quelque chose entre le court-métrage et le long-métrage qui était assez hallucinant. Quand on travaillait le court-métrage, c'était l'époque où la police, tous les services d'ordre étaient... c'était le moment post-attentat où tout le monde les adorait. Et nous, on était en train d'écrire ce cours en se disant « Aïe, ça va être compliqué, tout ça ». Mais au final, c'est ça, c'est l'actualité qui a toujours rattrapé ce film. Et ça, même nous, voilà, on s'en rendait même pas compte. Et l'Adj, je pense que c'est aussi par rapport à tout ce qu'il a vécu, etc. Toutes les croyances qu'il a eues, c'est vrai qu'il nous les a transmises. On a toujours respecté ce qu'il voulait. Et cette aventure, quand on l'a lancée, après, il y a l'actualité qui la rattrape, il y a plein de choses, et c'est là où les choses se transforment. Et comment dirais-je, c'était compliqué à faire parce que vous avez vu le film, imaginez le script de ce film. Il a tellement de lectures différentes que même nous, on voyait ce qu'on allait faire. Et quand on avait des retours, on se disait mais c'est pas possible, ils comprennent pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que je pense que tout ce qui se passe médiatiquement nous impose quelquefois des réflexions. Et quand on lit un script, on se dit ah ben non, ça c'est pas possible, c'est cliché, c'est tous ces trucs là. Et là, je n'étais pas là-dedans. Et il fallait essayer de prouver ça aux différents financiers. Et je peux comprendre qu'il y a des partenaires qui n'ont pas suivi, mais ce qui est normal en fait, au vu de ce qu'on vit, même nous, de nos jours dans la société. Il y en a d'autres qui se sont lancés en faisant le pari, d'autres qui ont compris. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas évident, en gros. Mais c'est un conte de fées, on va dire. Oui, bonjour, Cathy Melaine, je suis dans le fond de la classe, près du radiateur. Cathy Melaine, la télévision belge, bravo à tous pour le film, qui est passionnant et qui renouvelle le genre film de banlieue. Ma question est pour Lajli, mais si vous voulez répondre autour de la table, n'hésitez pas. Pour approfondir de nouveau ce thème de l'enfance, on a l'impression que les enfants et la jeunesse sont victimes des adultes, et pas que en banlieue. Je pense au climat aujourd'hui, où ce sont les jeunes qui manifestent, je pense au Brexit, où les jeunes, de nouveau, n'ont pas été entendus, et je voulais que vous développiez ce sujet des adultes qui sont si égoïstes. Merci. C'est sûr, c'est pour ça que je me disais, moi, c'était important de parler de l'enfance. Le film, il le raconte bien, c'est la révolte des gamins à la fin. Je ne sais pas si on peut parler de la fin, mais c'est vraiment la révolte de ces gamins qui se révoltent contre toute forme d'autorité, que ce soit les éducateurs, que ce soit les dealers, que ce soit les flics. En fait, les gamins ont décidé de se révolter contre tout le monde. Je pense que c'est un ras-le-bol de leur côté, de se dire, aujourd'hui j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, et je me dis déjà à cet âge-là qu'il y a très peu d'espoir, que l'avenir est floué. Et c'est vrai que je me mets à leur place, mais je me dis c'est compliqué, à un moment donné, on décide de se révolter, de vouloir tout casser. Après, je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas dans le film, c'est ce que ces enfants ont décidé de faire. Se révolter contre que ce soit le maire, la pince, les flics. Les seuls qui s'en sortent, clairement, aujourd'hui, c'était, en tout cas dans le film, les frères Musin. C'est la seule forme d'autorité où les enfants n'ont pas voulu écraser.
Congratulations, beautiful movie. Félicitations, très beau film. Je suis très curieuse par rapport aux femmes dans ce film. On ne voit pas de filles dans la rue. C'est intéressant de savoir où sont les filles. Où sont les filles dans le film? Est-ce que vous venez souvent en banlieue, madame? Ouais. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Où sont les filles? Où sont les filles? Les filles, elles sont présentes dans le film. On a la fameuse séquence avec Buzz qui se fait choper par cette bande d'ados qui débarquent sur le toit, lui mettent la pression. Elles sont présentes, elles sont là. On a les mères de famille qui sont présentes. On a toutes les femmes qui s'organisent entre elles, qui font une tantine justement pour s'organiser. C'est une nouvelle forme de prêt entre amis. Les filles, ça, sont présentes. Mais non, c'est vrai qu'on ne les voit pas dans la rue, mais mettez-vous aussi à leur place. C'est des quartiers qui sont totalement laissés à l'abandon, qui sont délabrés. Clairement, OK, on a les gars qui sont là, qui traînent souvent à la rue, mais je pense que les filles, elles n'ont pas spécialement envie de traîner en bas des tours ou autre. Mais les filles, elles sont présentes, elles sont leur vie qui sont là, et elles sont là, quoi. Et même, on le voit dans le film, à chaque fois, les filles, c'est des personnages qui sont forts. Les ados, elles mettent la pression au petit Buzz, qu'elle a dépassé. La mère de famille, quand Chris essaie de débarquer chez elle et rentrer sans mandat, elle s'accroche, elle ne se laisse pas faire, elle tient tête. Donc, les femmes sont présentes, elles sont présentes et dans les quartiers et dans mon film. Et ce sera la dernière question. C'est vrai que c'est un point important parce que la rue appartient aux garçons. Et voilà ce qu'ils en font. Donc c'est ça aussi notre critique sur ce comportement qui est très viril, très dans la confrontation, où les gens n'arrivent pas à se parler. Ils se crient dessus, ou ils se vannent, ils sont dans un conflit qui est permanent. Et c'est peut-être cette absence par moment de personnages féminins dans la rue qui pourrait être plus médiateur. Cette absence-là, c'est sans doute un des problèmes et c'est ce qu'on voulait mettre en avant. Donc voilà aussi pourquoi il y a ce recul aussi de certains personnages féminins et ces garçons qui sont là tout le temps en train de se mettre dessus. Et c'est peut-être aussi un des problèmes de ces quartiers. Et donc la dernière question, s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle Mise Hayashi pour le journal japonais quotidien qui s'appelle le journal Hokkaido. Et ma question, c'est Pouvez-vous vous lever, pardon, pour la question? Oui. Merci beaucoup. Ma question est destinée à monsieur le directeur. Et donc, j'ai entendu parler de votre projet de l'école de cinéma destiné aux enfants, les jeunes de banlieue, je crois. L'école complètement gratuite. Je suis très intéressée par ce projet. Est-ce que cette expérience de diriger l'école, de monter l'école, a apporté quelque chose pour réaliser votre film? Merci. Alors, l'école, oui, c'est vrai qu'on a monté une école de cinéma qui s'appelle l'école Courtrajmé. Comme je vous dis, moi, je fais partie de ce collectif depuis 20 ans. Donc, en 20 ans, on a mis plein de projets artistiques en place. Et donc, depuis 6 mois, on a monté cette école. L'idée, c'est de proposer aux jeunes, enfin à cette nouvelle génération, des formations au métier du cinéma. Donc, on propose différentes formations, que ce soit du scénario à la réalisation, en passant par la post-production. Donc, c'est une école qu'on a ouverte il y a à peu près 6 mois. Et l'idée, c'est que l'école est vraiment totalement gratuite et ouverte à tous, sans condition de diplôme. Donc n'importe qui peut s'inscrire, même ceux qui n'ont pas fait d'école ou ont arrêté l'école très tôt. Donc on se dit qu'aujourd'hui, pour faire du cinéma, on n'est pas obligé d'avoir un bac plus 7 et être... voilà. Moi, je pars de mon expérience, j'ai arrêté l'école très tôt, je n'ai pas fait d'école de cinéma. Pareil, dans notre collectif, les membres ici présents, Romain Gavras, Kim Chapiron, Mouloud Achour, personne n'a fait d'école de cinéma. Aujourd'hui, à leur actif, ils ont tous 2-3 longs métrages. Donc on part du principe que c'est possible aujourd'hui de faire du cinéma sans passer par les écoles traditionnelles. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette école qui marche très bien. Pour l'instant, on a 30 élèves, 10 élèves par session. On a 3 sessions, donc on forme 30 élèves cette année. On a déjà produit 5 courts-métrages qui seront finis là au mois de juin. Et l'année prochaine, on relance. Je peux vous donner quelques chiffres. Par exemple, pour 30 places, on a eu plus de 1500 candidatures, clairement. Donc, on a une vraie demande. Et après, ce qu'il faut dire, pareil, on a lancé l'école et on est très peu soutenu. Clairement, on n'a quasiment pas de subventions. Je le dis parce que c'est important, parce que j'ai cru lire dans quelques articles qu'on avait plein de subventions pour l'école. Clairement, aujourd'hui, on fonctionne avec à peine peut-être 15% du budget global de l'école. Donc là, on est tous bénévoles. Mon frère ici présent
qui gère l'école au quotidien avec Sophie Mougin, notre partenaire. C'est vraiment la guerre. On est à la recherche de financement non-stop et c'est pas évident. Donc l'école est là, elle existe, elle fonctionne. Et on a aussi décidé de la développer en Afrique. Là, on va lancer dans 5 pays différents, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina et Maroc. Donc on aimerait lancer en tout cas la première école au Sénégal dès le mois de juin. On a fait un partenariat avec Omar Sy. L'idée, c'est d'avoir une tête d'affiche pour chaque pays. Donc moi, en tout cas, personnellement, j'y crois vachement à ce projet. Je pars du principe qu'il y a possibilité de former les gens, de sortir les talents de cette école. La preuve, là, en 6 mois, on a formé 10 scénaristes. On s'est retrouvé avec 10 scénarios différents. On a produit 5 films. Donc, en l'espace de 6 mois, voilà, on a formé 30 personnes, on a 5 films. Et l'idée, c'est de recommencer le même exercice dès l'année prochaine, produire les 10 films et à la suite, sélectionner un court-métrage et le développer en long-métrage. Donc, voilà, l'école Courtrajmé, on en est super fiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.